La nouvelle Coupe du Monde des clubs va choquer la planète football. Cet été, du 15 juin au 13 juillet, la première édition de cette Coupe du Monde va se dérouler et tout le monde râle, sauf moi. Le calendrier est surchargé, les joueurs sont épuisés, tout le monde en parle comme une aberration, mais moi je vais être honnête, je suis plutôt curieux. Encore mieux, je pense que cette compétition va devenir primordiale dans l'histoire du foot. La Coupe du Monde des clubs 2025, c'est un truc jamais vu, une vraie révolution. Et c'est vrai que ça dérange. Mais dans un monde du foot qui tourne en rond depuis 10 ans, c'est peut-être exactement ce qu'il nous fallait. Alors on va en parler posément, règlement, contexte, critique, avantages, inconvénients, et à la fin on verra vraiment si cette Coupe du Monde des clubs est la mauvaise idée que le grand public décrit. C'est parti! Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, on va parler de la Coupe du Monde des clubs. Ça arrive à grands pas, là on est à une semaine du début et voilà, je commence à être très excité, je vous l'avoue. Je sais que beaucoup d'entre vous sont contre cette compétition, on va essayer de voir donc les inconvénients et surtout les avantages pour pourquoi pas essayer de vous convaincre de regarder cette compétition que le PSG va remporter, bien entendu. D'ailleurs, en parlant du PSG les amis, un grand merci pour les retours sur la dernière vidéo Mercato Parfait du PSG. Vous avez explosé le nombre de likes, explosé le nombre de vues, donc voilà, un grand merci, vous êtes des frères. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir. Allez, on est parti pour parler de cette Coupe du Monde des clubs. Si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Alors, le premier chapitre dont on va parler, c'est forcément les règles. J'ai appelé ça du classique qui excite. Voilà, ça me fait plaisir, ça rime, c'est pas mal. Donc les dates, c'est du 15 juin au 13 juillet. Ça se passe aux États-Unis dans 12 stades différents, dans 11 villes. Et donc ça totalise 63 matchs en tout. Vous voyez sur la carte, donc c'est beaucoup à l'est des États-Unis. Il y a quand même à Seattle et à Pasadena sur la côte ouest. Donc forcément, ça va engendrer des inconvénients d'un point de vue écologique et d'autres points de vue dont on va parler par la suite. Au niveau des stades, il y a des très beaux stades, hein. Vous voyez les capacités, il y a des stades à 70 000, à 82 000, ouais, il y a des petits stades aussi de 20 000 et 25 000 plus authentiques. Alors, je pense que ça peut être très intéressant, c'est des stades qu'on voit beaucoup dans le championnat MLS pour les fans de Lionel Messi qui regardent l'Inter Miami. Au niveau du format, donc c'est un format qui a été présenté à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Anciennement, la Coupe du Monde des clubs, c'était 7 équipes, là on est à 32, donc dans 8 groupes avec les 2 premiers de chaque groupe qui se qualifient. Donc comme une Coupe du Monde classique. C'est vrai que maintenant la Coupe du Monde elle est passée de 32 à 48, mais là donc c'est une ancienne Coupe du Monde on va dire au niveau du format. Donc les groupes sont très intéressants. Pour le Paris Saint-Germain il y a l'Atlético, Botafogo et Sounders, donc très stylé puisque Botafogo c'est John Textor, Atlético c'est un grand club qui nous a battus en plus cette saison. Sinon groupe A t'as Palmeiras, Porto à l'Inter Miami. Voilà, il y a énormément de belles équipes. Le Real Madrid, Al Hilal, le plus grand club européen contre le plus grand club asiatique dans le groupe H. Et dans le groupe D, vous voyez qu'il y a Flamengo, le maillot que j'ai sur moi, qui affrontera donc Tunis, Chelsea et Léon, le club mexicain. Donc voilà, plein de belles affiches. Les amis, je suis au montage de la vidéo et je viens de me rappeler que le club mexicain Léon ou Léon a été disqualifié de cette Coupe du Monde des clubs pour cause de multipropriété. Il a donc été remplacé par un autre club de MLS, le Los Angeles FC. Il y aura bien donc 3 clubs de Major League Soccer qui participeront à cette Coupe du Monde, l'Inter Miami, le Seattle Sounders et le Los Angeles FC de Denis Bouanga. Au niveau du bracket, qu'est-ce que ça donne? Par exemple pour le Paris Saint-Germain, puisqu'on va pas le faire pour tous les clubs. Donc le Paris Saint-Germain, on est dans le groupe B. Donc si on finit premier du groupe B, et ben on joue le deuxième du groupe A, pardon. Et si on finit deuxième du groupe B, on joue le premier du groupe A. Donc finalement, on aura un tirage, on va dire, en huitième de finale assez facile. Parce qu'en vrai, c'est comme une Coupe du Monde. Donc tu finis dans les 2 premiers de ton groupe. Après, tu as les huitièmes, les quarts, les demi et la finale. Voilà, tout simplement, c'est... Puis en plus, le trophée est très stylé aussi. Voilà, tout simplement, c'est une Coupe du Monde, les amis. Et donc voilà, le Paris Saint-Germain en huitième de finale. On aura plutôt un tirage favorable, donc soit l'Inter Miami, soit Palmeiras, soit Porto, soit Al Ahly Sporting Club, donc l'équipe du Caire qui est le plus grand club de l'histoire de l'Afrique. Donc voilà, dans tous les cas c'est excitant, je trouve qu'au niveau des tirages ça fait plaisir. Ça donne donc au total 7 matchs maximum par équipe et la finale se jouera au MetLife Stadium à New York qui est le stade du Super Bowl, donc à 82 500 places avec un show de fou bien entendu en avant-match, un petit peu comme à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc voilà, le stade est exceptionnel quand tu regardes le Super Bowl, franchement ça donne envie d'aller à New York, de prendre son billet et de voir cette rencontre où le Paris Saint-Germain affrontera le Real Madrid de Kylian Mbappé peut-être, on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas super stade. Mais alors comment on fait pour participer à cette Coupe du Monde? Alors le premier moyen c'est de remporter la Coupe continentale, donc de ton continent forcément, c'est-à-dire la Ligue des Champions en Europe par exemple. Donc les 4 derniers vainqueurs de Ligue des Champions sont automatiquement qualifiés, Chelsea en 2021, City en 2023, le Real en 2022 et 2024. Et donc en plus de ça sur le papier tu as 8 équipes européennes donc au classement UEFA qui sont qualifiées, mais là
là, vu que le Real a gagné 2 fois la Ligue des Champions, bah, tu avais une place en plus, donc tu as 9 équipes européennes cette saison, qui sont donc le Bayern, le PSG, l'Atlético de Madrid, la Juventus, Dortmund, l'Inter Milan, Porto, Benfica et le Salzbourg. Vous allez me dire, mais BR, il manque énormément d'équipes. Où sont Arsenal, où sont Liverpool, où sont le FC Barcelone? Alors en fait, il faut savoir qu'il ne peut pas y avoir plus de 2 équipes par pays, c'est-à-dire Liverpool, Arsenal ne pouvaient pas, puisque Chelsea et City avaient tous les deux gagné la Ligue des Champions, donc avaient utilisé 100% des slots disponibles pour l'Angleterre. Le Barça, pourquoi ils y sont pas? Donc parce que tu avais les Real automatiquement qualifiés, il restait donc une place. Ça s'est joué entre l'Atlético et le Barça, et pour ça, il fallait que le FC Barcelone engrange plus de points que l'Atlético l'année dernière lors de la Ligue des Champions, et les deux se sont arrêtés en quart de finale. Le Barça s'est arrêté sur une défaite face au Paris Saint-Germain, on s'en rappelle, un match retour 4-1 exceptionnel. Donc voilà, c'est un petit peu à cause du PSG que le Barça n'est pas à la Coupe du Monde des clubs. Autre question que beaucoup de monde se pose, c'est pourquoi il y a l'Inter Miami. Alors parce qu'il y a une équipe donc qui est automatiquement qualifiée en tant que pays hôte, donc une équipe américaine vu que ça se joue aux États-Unis. Alors pourquoi ça a été l'Inter Miami? Donc la raison qui a été donnée par la FIFA, c'est parce que ça a été l'équipe qui a gagné le championnat entre guillemets avant les playoffs, c'est-à-dire le championnat de saison régulière avec les points, même si ça n'a pas vraiment de valeur en MLS, parce que ce qui compte c'est de gagner les playoffs. L'Inter Miami est sorti dès le premier tour des playoffs. Autant vous dire qu'en MLS ça fait un petit peu débat, on va dire. Tout le monde dit que l'Inter Miami y est seulement parce que la FIFA voulait une excuse pour que Lionel Messi la joue. Mais bon, nous on va pas s'en plaindre. Moi je m'en fous un petit peu des autres équipes de MLS. Moi si je peux voir Lionel Messi voilà, se faire ratatiner par le Paris Saint-Germain ou par je ne sais qui, voilà, ça fait toujours plus de divertissement de voir Lionel Messi jouer avec Suarez, avec Busquets, avec Jordi Alba. Moi je trouve ça assez cool, je vous avoue, même si je comprends la frustration des autres clubs de MLS, bien entendu. Deuxième chapitre de cette vidéo, pourquoi les gens ne veulent pas de cette Coupe du Monde. Alors la première raison de pourquoi les gens ne veulent pas de cette Coupe du Monde, bien entendu, c'est le calendrier. On en entend un petit peu beaucoup parler, il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent de ce calendrier avec de plus en plus de matchs donc instaurés par l'UEFA et la FIFA, que ça soit le nouveau format de la Ligue des Champions, le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs, la Ligue des Nations. Là on enchaîne donc Euro, JO, la saison à plus de 80 matchs, la Coupe du Monde des clubs, la saison prochaine il y a la Coupe du Monde. Voilà, c'est un vrai bordel, certaines équipes peuvent disputer jusqu'à 82 rencontres par saison, ce qui augmente forcément le risque de blessure, la fatigue autant physique que mentale, etc. Et puis tout simplement ça baisse la qualité des matchs. Plus tu as des acteurs fatigués, moins il y a de spectacles et donc moins au final les gens s'intéressent au football, on va dire. Donc ça c'est vraiment le gros argument avancé par les spectateurs mais aussi par les acteurs du football. On a vu Kevin De Bruyne s'en plaindre en disant que la FIFA ne les écoutait pas. On a vu également Harry Kane s'en plaindre en disant que les joueurs n'étaient pas assez écoutés, mais qu'il faut être honnête, il ne faut pas être 100% contre cette nouvelle Coupe du Monde des clubs parce que c'est un nouveau trophée qu'il a envie de lui également gagner et qu'il faut voir avec les managers et les clubs pour faire plus tourner les effectifs, etc. Ok, pourquoi pas, mais bon, moi j'ai du mal avec cet argument puisque je pense que par exemple tu mets un joueur, allez je sais pas, Kylian Mbappé, tu vas lui dire ouais on va te mettre 20 fois par saison sur le banc pour éviter les blessures parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs, etc. Mbappé ou les grands joueurs ils vont refuser, ils vont dire bah non, mon but c'est de marquer le plus de buts possible, si mes concurrents ils sont titulaires j'ai envie d'être titulaire. Donc j'ai du mal à croire que les joueurs arrêtent d'être égoïstes et acceptent de jouer moins et pourquoi pas avoir un salaire aussi un petit peu plus bas s'ils jouent moins de matchs. Moi j'ai du mal à croire à ça. Il y a également Nasser qui a dit qu'il fallait arrêter que les clubs se plaignent de cette Coupe du Monde puisqu'il recevait beaucoup de demandes de clubs qui voulaient participer justement à cette Coupe du Monde. Il comprend les joueurs qui se plaignent des calendriers puisque les joueurs c'est ceux qui subissent ça. Mais pour les clubs, il dit que c'est très hypocrite. Je pense qu'il visait particulièrement John Textor avec qui il est un petit peu en clash, qui vont d'ailleurs eux s'affronter lors de la Coupe du Monde des clubs PSG Botafogo. Ouais, John Textor avait fait une déclaration comme quoi cette Coupe du Monde des clubs était bien pour les clubs mais mauvais pour les joueurs. Donc là c'est un petit peu hypocrite de s'en plaindre on va dire. La deuxième raison de pourquoi les gens n'aiment pas cette Coupe du Monde des clubs c'est le timing. Mi-juin à mi-juillet, juste après donc les saisons européennes, les joueurs qui vont arriver cramés. Moi je me rappelle à l'Euro l'année dernière, j'ai vu un Antoine Griezmann complètement cramé, un Mbappé aussi. J'espère que ce ne sera pas le cas durant cette Coupe du Monde des clubs et qu'on aura le droit à un spectacle de haut vol et voilà, que le spectacle sera au rendez-vous. En plus c'est la seule compétition qui se joue cet été, contrairement à l'Euro l'année dernière où tu avais la Copa América, etc. Là c'est la seule compétition donc nos yeux seront rivés sur cette Coupe du Monde des clubs. Troisième inconvénient de cette compétition, c'est que certains disent que les clubs vont beaucoup faire tourner, que ça va ressembler à des matchs amicaux, à un tournoi de pré-saison, que ce sera les jeunes qui vont jouer, etc. Moi, j'y crois pas du tout à cet argument-là. Pour moi, ça devrait être vraiment les équipes A, voire les équipes A bis si vous voulez. Mais ce ne sera pas des équipes C comme on voit l'été.
Moi là ça va vraiment y aller très très fort et vous allez voir pourquoi, mais on va dire que l'argent rentre en jeu. Il y a aussi le prestige qui est encore flou, les gens ne savent pas vraiment si cette Coupe du Monde des clubs va compter. Par exemple là pour le Ballon d'Or, on parle beaucoup d'Ousmane Dembélé. Est-ce que c'est une compétition qui a assez de poids pour rentrer en compte dans le Ballon d'Or, pour rentrer en compte dans les palmarès des joueurs historiques? Pour moi ça va le devenir, hein, je vous le dis, pour moi dans 5, 10 ans, 20 ans, quand on regardera le palmarès d'un joueur, pour moi la Coupe du Monde des clubs, ça sera important. Pas autant que la Ligue des Champions, mais juste en dessous. Pour moi ce sera plus important que gagner un championnat, parce que c'est tous les 4 ans, c'est comme une vraie Coupe du Monde, alors qu'avant c'était tous les ans. Donc là, ça ajoute vraiment quelque chose de différent et d'un petit peu plus prestigieux, on va dire. L'inconvénient suivant, c'est l'horaire des matchs. Donc c'est des matchs qui se déroulent aux États-Unis, bien entendu. Donc comme les matchs de NBA, c'est des horaires qui sont pas hyper simples pour tout le monde. Même si là, ils ont fait un effort, hein, puisqu'on aura des matchs à 21h également en France. Mais sinon, ça sera plus entre 1h et 4h du matin, comme le basket. Mais ils ont essayé un petit peu de s'arranger pour qu'il y ait des matchs qui correspondent au moins une fois pour chaque équipe dans tous les continents. Donc ça me paraît plutôt intéressant. Par exemple, les matchs du Paris Saint-Germain, moi qui suis supporter du PSG, le premier face à l'Atlético Madrid, il est à 21h en France. Le second face à Botafogo, 5 jours plus tard, il est à 3h du matin. Et le dernier face à Seattle est donc également à 21h, 3 jours plus tard, puisque Seattle est la deuxième équipe de MLS qui participe à cette compétition. Autre raison qui font un petit peu grincer des dents, c'est le choix des équipes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, via la Ligue des Champions, via tout ça. C'est vrai qu'on peut se demander si Chelsea, qui gagne la Ligue des Champions en 2021, est vraiment légitime de participer à une Coupe du Monde des clubs en 2025, parce que les effectifs changent, c'est pas les mêmes coachs. Voilà, il y a beaucoup de changements. Voilà, pour moi, je suis pas hyper d'accord avec cet inconvénient. Pour moi, tu as gagné la Ligue des Champions en 2021, ça me semble assez logique que tu ailles à la Coupe du Monde après. Même si j'entends que, bien évidemment, c'est plus les mêmes joueurs. Hein, donc forcément, si tu gagnes la Coupe du Monde en 2021 avec des joueurs stars et en 2025, le projet s'est écroulé, tu arrives à la Coupe du Monde avec des joueurs éclatés, voilà, c'est ton problème. Mais c'est aussi le problème des supporters qui vont avoir moins de kiff à regarder l'équipe. Mais c'est vrai que quand tu te dis Chelsea actuellement, quand tu compares à Liverpool ou Arsenal, ils auraient moins de mérite en 2025 à participer à cette Coupe du Monde des clubs, mais ils ont gagné avec des champions en 2021, et ça tu peux pas leur enlever, c'est historique. En parlant d'histoire, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe, il faut pas l'oublier les gars. Le mec trop chiant qui le rappelle à toutes les vidéos, à toutes les sauces. Au niveau des diffuseurs, ça a été beaucoup critiqué aussi, puisque des diffuseurs majeurs comme la BBC ou ETV ont refusé de diffuser cette compétition. En France, t'as TF1 qui diffusera les matchs du PSG, mais sinon c'est 100% gratuit, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est critiqué. Parce que c'est 100% gratuit sur DAZN. Alors DAZN en France, ils n'ont pas une belle image ou ce que vous voulez, mais c'est quand même 100% gratuit, ils ont fait un effort de fou, donc moi je trouve ça génial. Une Coupe du Monde 100% gratuite, alors que quand tu regardes la vraie Coupe du Monde, tu dois payer sur beIN Sport, sur Canal ou sur je ne sais quoi. Là tu peux regarder tous les matchs gratuitement, je trouve ça génial personnellement, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens sont pas contents que ça aille sur DAZN, surtout que tu as les matchs du PSG sur TF1, et ça c'est génial avec le Grégoire Margoton qui va nous faire vibrer. Allez, on arrive sur le plus intéressant de cette vidéo, les 10 raisons qui me font croire à cette Coupe du Monde, qui me font dire que ça va devenir une compétition primordiale dans le football. La première raison, c'est que c'est un format clair et excitant. C'est une Coupe du Monde. La Coupe du Monde a montré depuis 70-80 ans que ça avait du succès, que ça fonctionnait, que ça intéressait tout le monde. Moi, ma mère à la Coupe du Monde, même si t'as le truc de ouais, c'est la France, elle comprend comment ça marche. C'est facile, c'est accessible, c'est spectaculaire. Voilà, 32 équipes, les 2 premiers de chaque poule qui sont qualifiés, 8e, quart, demi-finale, sans match aller-retour. Pour moi, c'est quelque chose qui marche, c'est une formule qui marche. Et l'appliquer à cette Coupe du Monde des clubs, je trouve ça très intelligent de la part de la FIFA. En second argument, c'est que tu as des matchs que tu vois jamais. Ça, je trouve ça très très cool d'un point de vue fan de foot. C'est-à-dire des Palmeiras versus City, des Al Ahly versus l'Inter, des PSG Botafogo, voilà, t'as du storytelling un petit peu partout, je trouve ça génial. Par exemple, lors de la première journée, donc t'as ce Paris Saint-Germain Botafogo dès le début, ce John Textor contre Nasser, et voilà, moi je trouve que ça donne l'opportunité à un petit peu tout le monde de se montrer, et je trouve ça très très cool. Le troisième argument, c'est que ça sort un petit peu les clubs européens de l'Europe, c'est-à-dire que tu vas pouvoir être supporter du Real Madrid, je ne sais pas, aux Philippines, au Brésil, en Australie, et voir ton équipe jouer en match officiel, donc si ça se passe chez toi, ça je trouve ça très cool, même pour les horaires de match, c'est-à-dire que si t'es un supporter, je ne sais pas, australien, peut-être qu'ils ont le même fuseau horaire que les États-Unis à peu près, je ne sais pas, je suis pas expert en fuseau horaire, mais en tout cas ça te permet de pouvoir regarder des matchs à des heures plus convenables pour toi, alors qu'en Europe, on est favorisé, puisque c'est des horaires pour nous, tout est fait pour nous, les tournées sont chez nous, la finale de Ligue des Champions est chez nous, donc moi je trouve ça très cool, c'est une vraie vitrine mondiale pour le football européen et pour les clubs en général. Ensuite, c'est que tu as une valeur symbolique réelle. Gagner cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde officielle de la FIFA. Donc t'es champion du monde, t'es pas champion d'Europe, t'es pas champion d'Afrique, t'es pas champion américain, champion CONCACAF, ce que tu veux.
t'as pas gagné la Copa Libertadores, là t'es champion du monde de la FIFA, donc je trouve ça très génial. On a vu que Mbappé était très motivé, on a même vu au total que le Real Madrid était très motivé, hein. Pérez l'a dit, il veut que le Real Madrid soit le premier vainqueur de l'histoire de cette Coupe du Monde des clubs. Alors ça vous montre que si le Real Madrid est motivé, bah, il faut que tous les clubs le soient, hein, parce que je pense que Pérez il fait pas ça dans le vent, alors qu'avant la Coupe du Monde des clubs, on s'en foutait un peu, hein, on va pas se mentir, c'était 7 équipes, tu l'as gagné, tu pouvais pas dire que t'étais la meilleure équipe du monde, loin de là, tu pouvais dire que t'étais champion d'Europe si tu voulais, mais franchement, on s'en fichait un petit peu, ça n'avait aucune valeur et c'était quasiment toujours l'équipe européenne qui gagnait. Là, je pense qu'il va y avoir plus de suspense parce qu'on est sur un format qui a montré en Coupe du Monde qu'il y avait toujours des rebondissements et toujours des surprises. Raison suivante, c'est l'énorme cash prize, donc de 115 à 120 millions d'euros en moyenne donc pour le vainqueur, ce qui est énormissime, surtout en ce moment, on le sait, avec les problèmes économiques des clubs. On a eu le Covid, on a eu les droits TV en France par exemple. On sait que dans l'économie des clubs, une rentrée d'argent comme ça, c'est incontestable, c'est indéniable. Surtout que sur le papier, si tu réfléchis un peu bêtement, 120 millions d'euros, ça te permet d'acheter un excellent joueur, hein. Si tu réfléchis très en mode simpliste dans l'économie, hop, t'as 120 millions qui arrivent, tu te dis bah sur le papier, je peux acheter un Gareth Bale ou je ne sais quoi, je peux acheter un Enzo Fernandez pour être dans le football moderne. Donc très intéressant, surtout que tous les clubs touchent entre 40 et 60 millions d'euros juste pour participer à cette Coupe du Monde. Autant vous dire que pour les clubs des petits pays, sans manquer de respect, petits pays d'un point de vue footballistique, c'est-à-dire les pays moins médiatisés, donc aux quatre coins du monde, c'est hyper important. Tu prends 60 millions de dollars, donc d'un coup comme ça, je trouve ça fou. Je me suis amusé à faire une petite comparaison avec la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, si tu gagnes tous tes matchs, donc de la phase de ligue jusqu'à la finale, tu peux prendre 150 millions d'euros en moyenne. C'est-à-dire que ça représente 9 mois d'efforts, 14 matchs face aux meilleures équipes du monde, match aller-retour. Voilà, un truc de fou furieux pour gagner 150 millions d'euros en moyenne. Alors que là, bah, tu prends 120 millions à peu près. Parce que, bien évidemment, c'est des estimations, parce que tu as toujours des trucs qui changent en fonction des matchs, etc. Mais tu prends quasiment la même chose en un mois seulement, et puis en 7 matchs. Donc en 2 fois moins d'efforts, tu peux gagner quasiment la même chose. Puisque là, donc, la FIFA a annoncé que 100% des bénéfices, c'est-à-dire à peu près 930 millions de dollars en estimation, seront reversés au club. Ouais, on verra bien si ça se fait comme ça. On sait que la FIFA, ils arrivent toujours à prendre des sous à droite à gauche. Moi, je suis pas expert économique, mais je me dis s'ils reversent 100% des bénéfices, c'est peut-être qu'avant, ils se sont fait leurs propres bénéfices sur le chiffre d'affaires. Mais bon, à voir, on verra. Je veux pas être complotiste ou je ne sais quoi. Autre argument qui est intéressant, même si là, on sort un petit peu du football, on est un petit peu plus dans l'organisationnel, dans l'événementiel, c'est que c'est un test géant, grandeur nature, 1 an avant la Coupe du Monde. Puisque chaque Coupe du Monde des clubs se déroulera sur le territoire du pays hôte de la Coupe du Monde des Nations de la saison d'après. Donc là, en l'occurrence, les États-Unis. La Coupe du Monde des clubs en 2025 aux États-Unis. La Coupe du Monde des Nations, la vraie Coupe du Monde en 2026 aux États-Unis. Ça permet donc de faire un test logistique, de voir comment la population répond. Ça permet aussi à des gens de s'intéresser un petit peu plus au football, donc au soccer aux États-Unis. On sait que c'est un sport en émergence, mais ça permet quand même à des gens 1 an avant la vraie Coupe du Monde de s'intéresser, peut-être de connaître les règles, de connaître des joueurs, de s'intéresser à l'histoire de ce sport. Donc je trouve ça très très cool. Autre argument, c'est que tu as des clubs en dehors de l'Europe qui sont vraiment mis en lumière. C'est-à-dire qu'on peut les connaître de nom, mais est-ce qu'on connaît vraiment les joueurs? Non. Est-ce qu'on connaît les histoires des clubs? Non. Essayez de me citer 10 joueurs de Flamengo, 10 joueurs de Urawa Reds, d'Oakland City, de Alain, de Léon, au Mexique, voilà, plein de choses comme ça. Nous, les Européens, on va pouvoir tomber amoureux de certaines équipes, de certaines histoires, de certains joueurs également, parce que ça va permettre à des joueurs de se révéler. Non, je trouve ça vraiment très cool pour un public qui est moins exposé, pour des clubs qui sont moins exposés. Je trouve ça vraiment très top, on va dire, et surtout que ça permet à des pays, à des clubs. C'est-à-dire que par exemple, tu prends Léon au Mexique, je sais pas pourquoi je prends toujours ce club en exemple, mais voilà, vous m'aurez compris. Tu prends ce club et tu leur dis, vous allez les mecs, vous allez pouvoir devenir champion du monde. C'est-à-dire que des petits Mexicains qui sont là-bas, qui connaissent pas grand-chose, on va dire, au monde, qui ont pas beaucoup voyagé, qui ont très peu de moyens, qui sont pauvres, tu vas pouvoir leur dire, ton club, là, s'ils gagnent tous ces matchs, ils sont champions du monde. Imaginez, tu vois. Et Didier Drogba, il en a parlé également en interview, où il a dit que, imaginez pour un club ivoirien, pour le peuple ivoirien, se dire qu'on est champion du monde, qu'on a battu le Real, le Barça, Chelsea ou même les affronter, il a dit c'est une fierté énorme. Et Arsène Wenger a aussi partagé ce point de vue-là. Il a dit qu'en Europe nous avons de la chance, mais il est important que le football devienne vraiment mondial et que les autres clubs aient aussi la chance et la possibilité de progresser. C'est ça le véritable objectif. Il ajoute, cette Coupe du Monde des clubs donnera plus d'opportunités à plus de joueurs dans le monde entier de jouer, de se confronter au plus haut niveau. Et ça c'est vrai.
Ça permet à des joueurs de se révéler, à des petites pépites, voilà, de je ne sais où. Là, il n'y aura pas d'avantage de peu importe la nation que tu as ou quoi. Non, là, si tu es bon en Coupe du Monde des clubs, tu vas forcément te faire repérer, pas forcément par un club directement qui a la Coupe du Monde des clubs, mais par un scout qui va regarder. C'est-à-dire que, je sais pas, Angers ou je ne sais pas, Saint-Etienne qui est en Ligue 2, là, s'il regarde la Coupe du Monde des clubs, il voit un joueur pas cher, il va regarder son salaire, il va voir que voilà, il a un petit salaire. Pourquoi pas le signer alors que là, le poteau, il est à l'autre bout du monde, il joue dans une compétition très, très peu médiatisée. Voilà, je trouve que c'est très intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, plus spécifiquement à cette Coupe du Monde des clubs, donc tu as le public américain, je vous en parlais un petit peu avant, mais vous le savez, le soccer donc aux États-Unis, c'est pas quelque chose qui est très très populaire, même s'il faut le dire, c'est en pleine progression, en pleine émergence depuis David Beckham, ensuite par Thierry Henry aux New York Red Bulls, ensuite tu as eu Zlatan Ibrahimovic en immense star, on va dire, et donc désormais Lionel Messi qui ouvre la porte, on va dire, à ce sport aux États-Unis. Donc ça va permettre également à plus de gens d'être hypés par ce soccer. Et peut-être que dans 10, 20, 30 ans, le soccer sera vraiment devenu important aux États-Unis. Et je pense que cette Coupe du Monde des clubs associée à la Coupe du Monde l'année prochaine, ça peut vraiment faire décoller ce sport aux États-Unis, qui a un marché exponentiel, un marché exceptionnel pour les clubs. Le PSG l'a très bien compris dernièrement. Ça fait quoi? Ça fait 5, 6, 7 ans que le PSG a lancé une collaboration avec Jordan. Jordan, marque hyper populaire aux États-Unis, le PSG, une marque hyper populaire en Europe. Les deux associés, ça a tout cassé, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Ça a permis à Jordan de gagner de la clientèle en Europe et ça a permis au PSG de toucher une nouvelle cible aux États-Unis. Désormais, on voit plein de basketteurs, on voit plein de stars américaines avec des ensembles du PSG, avec des Jordan PSG. Donc voilà, c'est quelque chose qui a extrêmement bien marché. Je suis très bien renseigné sur le sujet parce que j'ai fait un exposé là-dessus l'année dernière en master, donc c'est un truc que j'aime bien. Raison suivante de se faire hyper par cette Coupe du Monde des clubs, donc c'est l'importance pour le Ballon d'Or. Pour moi, ça va avoir une importance. Moi, je suis parisien, donc bien évidemment, je souhaite que Dembélé remporte le Ballon d'Or. Et je vous avoue que je suis pas le plus fervent supporter de ça, parce que moi, les récompenses individuelles, c'est pas le truc qui me fait le plus rêver, on va dire, dans le football. J'avoue que quand, dès le mois de janvier, ça me parle du Ballon d'Or, alors qu'on sait pas qui va gagner avec des champions, on sait pas qui va gagner le championnat. T'as déjà des mecs en train de dire Salah Ballon d'Or, les gars, c'est son année. Ouais, moi ça me fatigue les gars, je vais pas me mentir, le Ballon d'Or ça m'en touche une sans bouger l'autre, même si c'est génial, hein. Pour un joueur, Dembélé je le kiffe, il a l'air hyper humain, hyper drôle, il a fait remporter la LDC à mon club, donc bien évidemment que je suis pour lui au Ballon d'Or, c'est pas la question, mais voilà, c'est pas le truc qui me fait le plus rêver dans le foot, mais c'est vrai que pour moi cette Coupe du Monde des clubs va avoir un impact là-dessus, si Dembélé est monstrueux, déjà qu'il est en avance, déjà que pour moi c'est lui qui doit être Ballon d'Or, si là il met 3 triplés, qui fait remporter la Coupe du Monde des clubs au PSG, voilà, les Barcelonais ou quoi que ce soit, les Madrilènes n'auront même plus quelque chose à dire, n'auront même plus 1% de chance, on va dire, par rapport à Dembélé. À part peut-être les racistes, journalistes qui ne voteront pas pour Dembélé parce qu'il est noir, mais non, on n'espère pas pour lui, on espère qu'on est en 2025, que ça a changé par rapport à ça. On croise les doigts. Mais voilà, dommage qu'il n'y ait pas Yamal et le FC Barcelone durant cette Coupe du Monde des clubs. Ça aurait été encore plus hypant, encore plus excitant. Mais on va se contenter de ça et je pense que ça peut avoir une importance. Et la dernière raison que je m'étais notée, mais qui n'est plus trop d'actualité malheureusement, c'est le retour de CR7 versus Messi. J'aurais beaucoup aimé que Cristiano Ronaldo joue cette Coupe du Monde des clubs. Al Nassr ne sont pas qualifiés. Il y avait des rumeurs comme quoi CR7 voulait absolument la jouer et qu'il était prêt à partir en prêt à Al Hilal, donc en Arabie Saoudite, le plus grand club de l'histoire de l'Asie. Donc voilà, on croise les doigts, il reste quelques jours avant cette Coupe du Monde des clubs, peut-être que Ronaldo va partir en prêt, ça serait formidable, ça serait génial pour le divertissement, avoir une dernière fois Ronaldo versus Messi. Moi je vous avoue que je ne suis qu'un simple amoureux du football et franchement ça me ferait rêver. En conclusion, cette compétition me fait rêver parce que c'est une Coupe du Monde tout simplement. Ouais, c'est nouveau, c'est imparfait, c'est business, mais c'est aussi une chance, une fenêtre pour des joueurs ou pour des clubs. C'est tout simplement une expérience qu'on n'a jamais eue, qui mérite d'être vécue. Est-ce que ça va devenir la norme? Est-ce que ça va marcher? On n'en sait rien. Mais on sait une chose, on va la regarder. Et peut-être que dans 10 ans on dira, tu te souviens de la première Coupe du Monde des clubs? C'était génial, non?